Bonjour et bienvenue pour ce nouveau GPS pour la famille qui s'intitule S'adapter au tempérament de chaque enfant, relevons le défi. On a bien expérimenté que les enfants se suivent et ne se ressemblent pas. Cela se voit dès la naissance. Il y a des enfants tout petits, on les pose quelque part, ils ne bougent pas d'un millimètre. Et il y en a d'autres, on les pose quelque part et dans la seconde qui suit, ils sont déjà ailleurs. Alors c'est vrai qu'il est parfois plus facile d'élever un enfant qu'un autre. Peut-être tout simplement parce que nous n'avons pas le même tempérament que lui. On peut prendre un exemple très simple qui va éclairer mon propos, c'est la question des vacances. Une semaine avant les vacances, il y a des personnes qui sont en train déjà de réfléchir à tout ce qu'elles vont pouvoir faire pendant les vacances. D'autres sont en train de réfléchir et de se réjouir de toutes les personnes qu'elles vont pouvoir rencontrer, voir, retrouver. D'autres se disent, enfin les vacances, je vais pouvoir rester tranquillement dans ma chambre en train de bouquiner. Et d'autres encore se disent, ah, enfin les vacances, je vais pouvoir rester tranquillement à la maison pour faire toutes les petites choses que j'aime bien faire dans mon petit cocon. Et le jour où arrivent les vacances, souvent c'est problématique parce que voilà, il y a un conflit entre les personnes qui ont envie de faire 10 000 choses, de voir 10 000 gens, de rester tranquille à bouquiner ou de rester tranquille à la maison. Voilà, nous ne sommes pas faits pareil. Et le problème, c'est que nous avons tendance à juger les personnes qui sont différentes de nous. On juge ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est problématique parce que, un enfant, lui, il a besoin d'être compris. Et parfois, on peut émettre un jugement qui peut le blesser. Je prends un exemple tout simple. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de reprocher à un enfant d'être petit de taille. Si on a un enfant qui grandit moins vite que la moyenne nationale, eh ben, c'est pas grave. On va l'aider à s'adapter, on va adapter les choses pour lui, on va lui donner des conseils et on le prendra comme il est. Et bizarrement, si nous on a un tempérament rapide et qu'on a un enfant lent, on va être amené assez rapidement à émettre un jugement. Par exemple, enfin, tu pourrais te dépêcher un peu, tu es vraiment mou. Voilà. Ou inversement, si on a un tempérament qui est plutôt lent, on peut être fatigué, voire épuisé par un enfant qui a un tempérament rapide et on peut lui faire le reproche d'être rapide. Voilà. Donc, l'objectif de ce GPS, c'est vraiment de comprendre les différents tempéraments pour mieux s'adapter à chaque enfant. Alors, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vous conseille fortement de visionner le GPS du tempérament au caractère, Grandir pour servir, qui a été fait par le De Préter. Il vous complétera beaucoup tout ce qu'on fait là. Voilà. Alors, quel plan on va suivre? Le plan, il est tout simple. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce que les philosophes grecs nous disent de la personne humaine. On parlera des tempéraments d'Hippocrate, de l'éthique des vertus d'Aristote, et on verra ensemble la vertu défi de chaque tempérament. Ensuite, on verra comment aider les enfants à grandir selon leur tempérament. Et on finira par quelque chose de très concret, qui est la méthode des petits pas. On expliquera la neuroplasticité, ce que sont les objectifs bien définis, et l'intérêt de la répétition. Alors, nous commençons avec ce que les philosophes grecs nous disent de la personne humaine, avec Hippocrate, qui discerne quatre tempéraments. Hippocrate, c'est un grec hein, qui a vécu 5 siècles avant Jésus-Christ. Il a repéré, en observant la personne humaine, quatre tempéraments. Et c'est quand même impressionnant parce que nous sommes au 21e siècle. 26 siècles après, on utilise encore sa classification. Il parle des colériques, des sanguins, des flegmatiques et des mélancoliques. Alors, il faut faire attention au vocabulaire parce qu'effectivement, les mots changent avec le temps et on voit des connotations morales dans ces tempéraments, alors qu'il ne faut pas les prendre comme ça. Le colérique, c'est pas celui qui se met tout le temps en colère. Le mélancolique, c'est pas le dépressif du tout, c'est pas ça l'idée. On va regarder tranquillement ce que signifie chacun des tempéraments. La slide que vous avez là vous permet de vous repérer plus facilement avec un animal comme exemple. Donc, le colérique, c'est celui qui a pour valeur clé l'action.
un colérique qui n'a pas de projet est malheureux. Il a besoin d'avoir un projet sur le feu. D'où l'image du lion. Le sanguin, lui, sa valeur clé, c'est les personnes, la relation aux autres. L'animal, c'est le papillon. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'idée de butiner de fleur en fleur, hein, pour prendre tout ce qu'il y a de bon, d'agréable, d'attirant. Le flegmatique, l'animal, ça serait le chat. Pourquoi? Parce que sa valeur clé, c'est la paix, hein. Alors, il ne faut pas penser que les flegmatiques ne font rien, c'est pas vrai, ils font plein de choses, mais ils sont à l'intérieur de leur zone de confort. Et pour finir, les mélancoliques. Eux, leur valeur clé, c'est les idées. L'animal, c'est l'éléphant pour bien montrer que ce sont des personnes stables, très, très profondes. Alors, vous voyez au centre que, il y a un cercle chromatique. Pourquoi ce cercle chromatique? C'est juste pour exprimer que, en général, nous avons un tempérament primaire et un tempérament secondaire. Donc, l'intérêt, c'est que le tempérament primaire, avec ses forces et ses faiblesses, est très souvent compensé par un tempérament secondaire qui est à côté de lui. Et ça permet d'avoir un tempérament qui est plus équilibré. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des tempéraments qui sont opposés. Par exemple, le colérique et le flegmatique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, en même temps, avoir pour valeur clé l'action et avoir pour valeur clé la paix. Voilà, c'est en opposition. De même, on ne peut pas être en même temps sanguin et mélancolique. Pourquoi? Parce que le sanguin, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les personnes, donc qui est assez extraverti. Et on ne peut pas être en même temps mélancolique, parce que les mélancoliques sont très intravertis. Voilà, donc pour comprendre un petit peu mieux les tempéraments, et là aussi, je vous renvoie sur le GPS fait par les deux prétères, mais sur la gauche, on a les tempéraments qui sont extravertis, le colérique et le sanguin, et sur la droite, on a les tempéraments qui sont intravertis, le mélancolique et le flegmatique. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va voir l'éthique des vertus par Aristote. Donc, qu'est-ce que nous dit Aristote? Ben, finalement, il nous explique la différence entre l'inné et l'acquis. Donc, pour Aristote, le tempérament fait partie de l'inné. On est avec son tempérament. C'est l'exemple du bébé qui est très calme ou du bébé qui est très agité. Tout ça, c'est de naissance. Mais évidemment, on est dans un environnement et on reçoit une éducation. Et c'est l'ensemble des trois qui vont nous permettre de nous former notre caractère, sachant qu'avec l'âge, on a accès aux vertus et qu'on peut librement bâtir notre caractère pour se construire une belle personnalité. Alors, dans les courants d'éducation, il y a eu le déterminisme, hein, les personnes qui pensent qu'on est comme ça et qu'on ne peut pas changer. Et puis, à l'autre extrême, il y a eu les volontaristes qui disent finalement, quand on veut, on peut. Voilà. Et que, bah oui, mais enfin, si on est lent, on peut faire beaucoup d'efforts, on ne sera jamais spontanément rapide. Voilà. On peut renforcer les forces de son tempérament, compenser les faiblesses de son tempérament, mais une personne qui est née lente ne deviendra jamais quelqu'un d'extrêmement rapide, et inversement. Alors, si on prend l'image du potier, hein, qui était proposée, l'idée c'est ça, c'est que finalement, le tempérament, c'est l'argile, et la main qui le travaille, c'est l'environnement et l'éducation, ainsi que la pratique personnelle des vertus, par laquelle s'exprime la liberté de l'homme. Hein, sur la droite, vous avez reconnu Aristote. Et c'est Aristote qui a défini l'idée des vertus, hein. Virtus, ce sont des forces qui nous permettent de consolider notre tempérament et de compenser ses faiblesses. Avec la pratique des vertus, petit à petit, on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est très encourageant, parce que finalement, nous avons la liberté de perfectionner notre caractère par l'exercice des vertus. Alors, Aristote a défini quatre vertus cardinales, qui sont les quatre forces principales qui vont nous permettre de nous perfectionner. Alors, la vertu qui perfectionne notre intelligence, c'est la prudence. Dans la prudence, il y a la délibération et la décision. La vertu qui va perfectionner notre volonté, c'est la justice.
Donc la justice, c'est agir pour donner à chacun ce qui lui revient. La vertu qui va perfectionner notre affectivité, c'est la force, avec l'endurance et l'audace. Et la vertu qui va nous permettre de perfectionner nos sentiments, c'est la tempérance. La tempérance va nous permettre de stimuler en nous ce qui nous élève et de maîtriser ce qui nous tire vers le bas. Et finalement, avec tout ça, on comprend, en lisant Aristote, que les personnes ne naissent pas mauvaises ni bonnes, mais qu'elles le deviennent. Et à l'heure actuelle, dans l'actualité, voilà, on est tombé de haut par rapport à un certain nombre de personnalités qu'on pensait être de bonnes personnes, et on s'est rendu compte que ben, finalement, elles n'étaient pas si bonnes que ça. Et quand on voit les commentaires, on a l'impression que spontanément, on classe les gens dans deux cases, bons ou mauvais. Et que quand une personne passe de l'une à l'autre, on est très étonné. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bon et le mal, c'est pas deux cases différentes dans lesquelles on peut mettre des personnes, c'est que le bon et le mal passent à l'intérieur de nous-mêmes. Et que c'est à nous de nous positionner par rapport à ce qui est bon et par rapport à ce qui est mauvais. Et ça, on le fait à l'aide des vertus. Et c'est très très important parce que les personnes qui ont fait de très belles choses et qui sont tombées dans des vices horribles après, ben finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que petit à petit, elles se sont corrompues ou elles ont sombré dans des addictions parce qu'elles n'ont pas vécu les vertus. Et en premier, la vertu de prudence. Enfin, on le voit bien avec Maznev sur le plateau de Bernard Pivot, hein, qui justifie sa vie de pédophile et tout le monde rit à côté. Mais c'est surréaliste cette séquence. Mais finalement, voilà, il vit comme un monstre et il le vit très bien. Pourquoi? Parce qu'il justifie sa façon de faire. Et pourquoi il justifie sa façon de faire? Tout simplement parce qu'il ne vit pas la vertu de prudence, c'est-à-dire qu'il délibère très très mal et que finalement il ne regarde pas la réalité en face, il ne regarde que son plaisir à lui, il ne regarde pas les conséquences de ses actions sur les adolescentes. Et il se ment à lui-même pour justifier son comportement à ses propres yeux. Et c'est ce qu'on voit aussi tout récemment chez ce médecin, ce chirurgien, le Skwarnek, qui, dans ses écrits, se félicite d'être pédophile. Ben voilà. Et ça, c'est important parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas comment fonctionne l'être humain. Alors, si on regarde la vertu des filles de chaque tempérament, ce qu'il faut bien voir, c'est que la vertu des filles du colérique, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que le colérique, il est tellement centré sur ses projets, ses actions, qu'il en oublie les personnes. Pour lui, l'important, c'est de réaliser ses projets. Et il peut voilà, réussir à atteindre ses objectifs avec des collaborateurs qui ont travaillé très fort avec lui. Et une fois qu'il a atteint ses objectifs, il se rend compte que, ben, il y a des dommages collatéraux. Et très étonnamment, c'est pas des gens qu'il n'aime pas, c'est ses plus proches collaborateurs qu'il aura épuisés parce qu'il était tellement centré sur l'action qu'il en a oublié les personnes. Pour le sanguin, sa vertu défi, c'est l'endurance. Donc ça se comprend avec le papillon. Le problème des sanguins, c'est qu'ils ont du mal à être dans la durée. Ils commencent des milliards de choses et ils ont du mal à finir. C'est un petit peu comme des pies. Ils sont attirés par tout ce qui brille, mais dès qu'il y a quelque chose qui brille davantage, ils oublient la première et ils passent à la seconde. Donc leur vertu défi, c'est l'endurance. Aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont commencé. Pour le flegmatique, sa vertu défi, c'est la magnanimité. Pourquoi? Parce qu'il est tellement inscrit dans la paix, dans sa zone de confort, qu'il a du mal à oser aller au-delà. Finalement, les flegmatiques, ils ont du mal à rêver, ils ont du mal à imaginer autre chose que leur petit cocon. Et la vertu défi du mélancolique, c'est l'audace. Pourquoi? Parce que le mélancolique, il a des grands idéaux, il est perfectionniste et il a toujours du mal à mettre en pratique ce qu'il a dans la tête parce qu'il sait bien que dans la réalité, ça sera toujours moins bien que ce qu'il avait dans sa tête. Donc lui, il a besoin d'audace, d'oser mettre en œuvre ce qu'il a dans la tête. Et ces quatre tempéraments, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils sont tous complémentaires. Je prends juste un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est l'histoire de Martin Luther King, qui était un grand mélancolique. D'ailleurs, il a commencé son discours en disant I have a dream, j'avais un rêve. Voilà, j'ai un rêve.
Et comme il savait qu'il était mélancolique, il a eu l'intelligence de s'entourer de collaborateurs colériques qui l'ont aidé à mettre en œuvre son projet. Voilà, donc il faut repérer aussi la complémentarité des tempéraments, parce que finalement, le colérique, il va donner l'énergie pour agir, le mélancolique, c'est lui qui va donner des idées pour mener des actions intéressantes, le sanguin, c'est lui qui va mettre l'ambiance et la bonne relation au sein du groupe, et le flegmatique, c'est celui qui va être très pragmatique, très objectif, et qui va aider à bien organiser les choses pour que le projet atteigne son but. Alors, on va voir comment on va faire concrètement pour aider les enfants à grandir selon leur tempérament. Donc, on verra dans les diapositives d'après, en bleu, les points d'attention, en vert, les choses à faire, et en rouge, les choses à ne pas faire. Alors, l'anecdote qui peut vous aider à comprendre l'intérêt d'aider les enfants à grandir selon leur tempérament, c'est une histoire drôle. C'est l'anecdote du ciel et de l'enfer. Donc, il est dit qu'au ciel, ce sont les Anglais qui sont à l'accueil, les Allemands à l'organisation, les Italiens à l'ambiance et les Français à la cuisine. Mais qu'en enfer, ce sont les Français qui sont à l'accueil, les Italiens à l'organisation, les Anglais à la cuisine et les Allemands à l'ambiance. Voilà, donc pour que à la maison, ça soit plus souvent le ciel que l'enfer, c'est important de repérer le tempérament de chaque enfant et du conjoint et de donner à chacun le rôle qui lui convient. Alors, plus tard, dans un second temps, quand tout le monde sera bien dans son rôle, on pourra aider chacun à assumer des rôles qui lui sont pas naturels, mais dans un premier temps, il faut vraiment mettre chaque enfant dans un rôle qui convient à son tempérament. Alors, on va voir comment faire pour aider un enfant colérique à grandir. Alors, les points d'attention. Il faut orienter ses activités vers le service des autres. Pourquoi? Parce que si l'enfant se met au service des autres, ça va éviter qu'il les écrase, tout simplement. Donc, il va être très actif, il va mener à bien des projets en étant au service des autres et ça va l'aider à grandir en humilité et en compréhension. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant colérique? Il faut le remercier pour ce qu'il réalise. On n'y pense pas toujours parce que, comme on le voit très dynamique, on pense qu'il n'en a pas besoin et pourtant il est très sensible à ça. Il faut lui donner des occasions de débattre et de relever des défis, il en a besoin. Lui expliquer pourquoi on lui demande telle ou telle chose. Un enfant colérique, il a besoin d'avoir le sens de ce qu'on lui demande. Conseil d'amis, il faut choisir les points où lui résister, parce qu'on ne peut pas lui résister sur tout. Et puis l'aider à développer empathie et civilité, à écouter avant de parler. Ça, c'est très important parce que les colériques sont souvent impulsifs. Donc, ils doivent apprendre à laisser les autres finir ce qu'ils ont commencé quand ils parlent. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le punir quand il argumente, parce que ça mènera à rien. Bloquer ses initiatives et son envie de compétition, ça, surtout pas, parce que la compétition, c'est sa motivation. Et ses initiatives, il en a besoin. Il a besoin d'avoir un projet sur le feu. Il ne faut pas essayer de contrôler tous les aspects de sa vie, ça va l'étouffer. Il ne faut pas essayer de briser sa volonté parce que ça servira à rien, ça sera violent pour rien. Et puis, il ne faut pas prendre de façon trop personnelle ses arguments. Hein. Voilà, il peut parler de façon un petit peu trop forte. Il faut lui faire remarquer, mais il ne faut pas se sentir attaqué ni visé. Voilà. L'enfant sanguin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Les points d'attention, il faut le solliciter pour mettre une bonne ambiance à la maison. Et il faut l'aider à persévérer sur des actions prioritaires définies avec lui. Il ne faut pas lui exiger de persévérer sur tout parce que c'est impossible. Donc, il faut commencer avec une ou deux choses en accord avec lui. Donc, il faut l'aider à organiser son temps avec sagesse et réalisme. Voilà, qu'il se rende compte qu'il ne peut pas tout faire. Lui donner des structures et des modèles, des idéaux nobles. C'est les idéaux nobles qui vont l'aider à être persévérant. L'aider à réfléchir et à aller en profondeur, parce que les sanguins sont tellement à l'extérieur d'eux-mêmes qu'ils se connaissent peu. Et en général, si vous faites le test, vous verrez que ce sont souvent les sanguins qui sont très étonnés de découvrir qu'ils ont un tempérament de sanguin. Et c'est parce qu'ils se connaissent peu. Il faut l'encourager à construire de belles amitiés et à s'y intéresser et à y être fidèle, parce que là aussi, ils ont du mal dans la durée.
Il faut communiquer avec lui et apprécier sa bonne humeur. Il y est sensible. Et le féliciter quand il persévère, parce que c'est un vrai effort pour lui. Alors que féliciter un colérique qui persévère, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que chez lui, c'est naturel. Ce qu'il ne faut pas faire, éteindre sa bonne humeur. Voilà, ça c'est trop dommage, parce que vous allez le rendre malheureux. Contrer sa façon d'être, ben, ça sert à rien. C'est pas, voilà, c'est pas moralement mal de sa part d'avoir du mal à persévérer. Il est comme ça, c'est comme s'il était petit de taille. Voilà, il faut le savoir, il a du mal à persévérer. Au lieu de lui reprocher tout le temps, on va essayer de l'accompagner pour qu'il apprenne chaque jour plus à être plus persévérant. Il ne faut pas se désintéresser de sa vie sociale. Il a besoin qu'on le valorise là-dessus. Il ne faut pas se moquer de ses passions. Et il ne faut pas le punir trop facilement ou trop fortement parce qu'il est sensible. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il oublie assez vite. Mais n'empêche que si on le punit trop facilement ou trop fortement, il souffrira sur le moment. Alors, l'enfant flegmatique. Donc, il faut le solliciter comme médiateur. Voilà, très très souvent, les médiateurs ont un tempérament flegmatique. Les diplomates, souvent, sont des flegmatiques. Il faut l'aider doucement, sans violence, à sortir de sa zone de confort. L'idée, c'est de penser que les flegmatiques, pardon, ils sont un petit peu comme les escargots. Un escargot, quand il sort de sa coquille, si vous lui appuyez sur ses antennes, il va rentrer tout de suite dedans et il sortira plus après. Donc, il faut y aller doucement. Il faut l'aider à considérer le futur et ses projets avec magnanimité, l'aider à voir grand, à rêver. Ça, il a du mal à le faire. Lui faire des rappels pour passer à l'action de façon douce et positive et lui adresser des demandes concrètes. Voilà, un enfant flegmatique, si vous avez l'impression qu'il est très passif, ça sert à rien de lui dire, bah, écoute, quand même, trouve-toi des activités et fais quelque chose, bouge. Ben, pour lui, c'est impossible. Par contre, si vous lui proposez une idée, bah tiens, toi qui aimes la nature, tu n'aurais pas envie d'aller faire une balade et voilà, et là, c'est concret. Et si vous lui faites des demandes concrètes, si vous lui donnez des idées concrètes, il adhérera de façon assez facile. Il faut le remercier pour sa coopération et sa bonne volonté. L'enfant flegmatique, il est content de faire plaisir aux autres, il est content de rendre service, mais il a très peu conscience de ses capacités. Donc, il faut souligner ce qu'il fait bien et lui demander de l'aide pour ce qu'il fait bien. Valoriser les actions qu'il a achevées et puis l'encourager à développer le relationnel et le leadership. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le critiquer de façon récurrente pour ce qu'on pense être de la paresse. Voilà. Parce que là, il va rentrer dans sa coquille et ne plus en sortir. Et plus on va le critiquer, moins il va sortir. Donc, s'il y a une critique objective à faire à un flegmatique, il faut commencer d'abord par lui faire 5 compliments. Pas facile, mais c'est important de le faire. Il ne faut pas le ridiculiser parce qu'il a une faible estime de lui-même. Il ne faut pas le contrôler parce que c'est pas comme ça qu'on va l'aider à sortir de sa zone de confort. Et il ne faut pas le laisser s'isoler ni s'enfermer. Il a besoin de temps seul, mais il faut que ça soit des temps limités et il faut l'encourager à s'ouvrir. Alors, l'enfant mélancolique. Donc, les points d'attention. Comme c'est un enfant qui est très intéressé par les idées, il va beaucoup lire et il faut l'accompagner là-dessus. Faire avec lui un plan de lecture pour que ces lectures soient utiles, efficaces, que ça lui permette de développer sa culture et sa compréhension de l'être humain. Et puis, il faut l'aider à mettre en œuvre ses idées. Alors, c'est vrai que l'enfant mélancolique, souvent, est introverti, mais un très bon sujet de discussion avec lui, c'est ses lectures du moment. Et ça peut être vraiment une façon de faire grandir l'intimité avec votre enfant mélancolique, d'aller le trouver dans sa chambre et de se poser avec lui et lui dire, ah, qu'est-ce que tu es en train de lire? Raconte-moi, montre-moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider, l'encourager à prendre des initiatives. Il faut l'aider à voir le pourquoi des choses. L'enfant mélancolique, il a un sens très aigu de la justice. Il faut savoir aussi qu'il peut être très rancunier. Et le point d'attention vraiment avec les enfants mélancoliques, c'est que comme ils expriment très peu, on peut avoir l'impression qu'ils ne ressentent pas et on peut leur envoyer des messages très forts. Mais il faut faire attention parce que les mélancoliques, ils ont beaucoup d'émotions, mais ils ne les montrent pas. Et ils sont rarement contents d'eux-mêmes et ils voient souvent le côté négatif des choses. Donc il ne faut pas en rajouter.
Voilà, il faut lui laisser des temps d'introspection, il a besoin d'être seul, c'est un besoin physiologique. Il faut l'encourager à développer la communication non verbale pour qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et il faut l'aider à démarrer quand il a un projet difficile à réaliser. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben, le punir pour sa timidité, le traiter durement ou injustement. Hein, les mélancoliques sont très rancuniers. Il ne faut pas l'autoriser à s'isoler des autres systématiquement parce que c'est pas bon pour lui non plus. Et puis ne pas nourrir sa négativité. Donc il faut éviter d'être dur avec un mélancolique parce qu'il est déjà suffisamment dur avec lui-même. Alors, comment faire pour aider les enfants à grandir selon leur tempérament? Pour que tout ça soit concret, ben, c'est la méthode des petits pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les neurosciences, on a découvert que contrairement aux idées reçues, nous pouvons sculpter notre cerveau à tout âge, comme nous pouvons sculpter notre corps à la salle de sport. Voilà, donc notre cerveau, il est programmé par la répétition de nos actes qui renforcent les connexions. L'exemple tout simple, c'est que voilà, nous avons mis du temps à apprendre à lire, mais avec la répétition, la lecture est devenue automatisée, à un tel point que on ne peut pas s'empêcher de lire les publicités dans la rue. Ça vient tout seul. Et finalement, tous les actes que nous posons, en dehors des réactions physiologiques, comme éternuer, ces actions ont un effet sur notre cerveau. Elles vont renforcer les connexions déjà existantes ou en créer de nouvelles. Et finalement, par tous ces petits actes libres que nous posons dans la journée, nous avons la capacité de reprogrammer notre cerveau. Par exemple, si on constate que nous avons développé une addiction aux informations sur notre portable, voilà, on les regarde très souvent, et finalement on perd du temps à visionner plusieurs vidéos sur le même sujet qui ne nous apprennent pas grand-chose, et ben nous avons la possibilité, la liberté de stopper cette addiction en décidant de résister à l'envie de consulter notre portable. Les premières fois, ça va être très difficile, mais petit à petit, cela deviendra de plus en plus facile jusqu'à obtenir de se détacher de cette envie compulsive de tout savoir sur ce qui se passe tout de suite. Et si on fait ça, on aura développé toutes les vertus. On aura développé la vertu de la prudence, la délibération, qui me permettra de regarder la réalité en face. Je perds du temps. Et la délibération m'aidera aussi à ne pas me mentir à moi-même. Non seulement je perds du temps, mais je perds beaucoup de temps. J'aurais pratiqué la justice parce que finalement, ce temps que je perds, ben, c'est du temps que je consacre pas aux autres, à mon conjoint, à mes enfants. Et finalement, si tout le monde dans la famille est scotché à son portable, eh ben, on vit de plus en plus à côté et de moins en moins ensemble. J'aurais pratiqué la vertu de force, j'aurais résisté à cette envie compulsive de consulter mon téléphone et j'aurais eu l'audace de mettre mon téléphone dans un placard et de ne pas le consulter pendant 2 heures et je vais me rendre compte que le monde ne s'écroule pas. J'aurais vécu aussi la vertu de tempérance. Voilà, j'aurais contrôlé mes sens, ici la vue et l'ouïe. Et voilà, j'aurais fait l'effort de contrôler et d'occuper ma mémoire et mon imagination en les occupant à autre chose pour ne pas avoir envie de consulter mon portable. Et tout ce renforcement des vertus fonctionnera comme le renforcement musculaire à la salle de sport. Et on sait très bien que plus on est musclé, plus on est performant la fois d'après. Hein, c'est l'histoire du footing. Je ne sais pas si vous avez un jour décidé de commencer à faire du footing, mais quand on commence, au bout de 3 minutes, on a l'impression que notre cœur va passer à travers nos oreilles, hein, tellement il bat fort, hein, et qu'on va s'étouffer. Alors que quand on persévère et qu'on fait ça tous les jours, eh ben, assez rapidement, on court une demi-heure et ça ne nous coûte rien. Voilà, bah, c'est exactement le même processus pour se défaire d'une habitude et en créer une nouvelle. Alors, c'est vraiment important de repérer nos addictions ou attachements démesurés et d'essayer de nous en libérer pour pouvoir ensuite accompagner nos enfants sur cette voie. Et nous serons d'autant plus compréhensifs avec eux que nous aurons expérimenté la difficulté de changer. Et nous serons d'autant meilleurs conseillers que nos enfants nous auront vus essayer de changer. Et ce qui est vrai pour les addictions et les attachements l'est aussi pour les forces et faiblesses de notre tempérament et celui de nos enfants. En posant des petits actes, souvent dans la journée, nous pouvons renforcer nos forces et compenser nos faiblesses pour notre plus grand bonheur et celui des personnes qui nous entourent. Alors, comment est-ce qu'on peut définir des objectifs qui soient bien définis? Hein, c'est la clé de la réussite parce que si on veut changer,
il faut commencer par se fixer des objectifs qui soient bien définis. Et si on reprend l'exemple du portable, ben voilà, un objectif clairement défini et personnalisé, je vais me fixer de le consulter qu'une fois par jour, le matin, sur le trajet pour aller travailler. Voilà, ces infos, je ne les regarde qu'une fois par jour. Cet objectif, il est bien parce qu'il est parfaitement mesurable. À la fin de la journée, je saurai si je l'ai atteint ou non. Et c'est beaucoup plus efficace que de se dire, je vais moins regarder mon portable. Parce que ça, c'est pas mesurable. Et voilà, un objectif qui soit ambitieux à la limite de la zone de confort, hein. Et je me rends compte que si c'est trop difficile pour moi de ne le regarder qu'une fois, je peux le regarder deux fois. Voilà, en allant et en rentrant du travail, hein. Mais c'est important que cet objectif soit réaliste, parce que si je me fixe un objectif trop élevé, je vais me décourager. C'est beaucoup mieux de se fixer un objectif qui soit petit, quitte à augmenter après, plutôt que de faire le contraire. Et puis, cet objectif, il faut qu'il soit inscrit dans le temps, hein, pour que je puisse faire un bilan. Et il faut savoir qu'en moyenne, il faut 21 jours pour changer une habitude. Et quand l'objectif que je me suis fixé est atteint, je peux passer à un autre objectif, en veillant à ne pas reprendre une mauvaise habitude que j'ai réussi à abandonner. Voilà. Et ensuite, la question de la répétition, elle est essentielle. Donc, la répétition, elle est nécessaire à tout apprentissage. Si vous réfléchissez 2 secondes, vous verrez qu'on a tous appris en répétant. La vertu, c'est pareil, elle s'acquiert par répétition d'actes, petit, souvent. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il faut acquérir une habitude, mais beaucoup plus qu'une habitude, il faut acquérir un habitus. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? Je prends un exemple. Imaginez qu'il y ait un jeune qui soit dans un internat et que dans cet internat, voilà, ils sont obligés de se lever tôt tous les matins. Vous prenez deux jeunes, un qui se dit quand le réveil sonne, oh là là, quelle galère, je me lève tôt, si j'étais à la maison, je me lèverais plus tard. Et un autre qui se dit, bon, ok, j'ai pas envie de me lever, mais finalement, si je me lève, c'est pour profiter de la journée, ça vaut la peine, j'y vais. Donc le premier, il subit, le deuxième, il adhère. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, le premier, à force, il va acquérir une habitude, l'habitude de se lever tôt. Mais cette habitude, dès qu'il sera dans un contexte différent où il n'y aura plus la contrainte, il va la laisser tomber, cette habitude. Dès qu'il va être en vacances, il va se dire, ah bah génial, je suis plus obligé de me lever tôt, et il va faire la grasse matinée. L'autre élève qui aura compris l'intérêt de se lever tôt, il aura acquis, pardon, non pas l'habitude, mais l'habitus. C'est-à-dire que il sera à la maison en vacances et il se dira, ben voilà, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne suis pas obligé de me lever aussitôt qu'en pension, mais je vais me lever pas trop tard, parce que comme ça, je vais pouvoir profiter de ma journée. Et là, c'est fantastique parce que comme il a adhéré, finalement, cet habitus qu'il a acquis, c'est une vertu, hein, il l'a choisi librement. Il l'a- c'est quelque chose qu'il a acquis de façon durable. Et cet habitus, il est créatif. C'est-à-dire que bah voilà, il va pouvoir s'adapter pendant les vacances. Il continuera à se lever tôt, pas trop tôt, mais quand même tôt pour profiter de sa journée. Et il sera content de s'être levé tôt et d'avoir profité de sa journée. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'acquérir des habitus. Finalement, les habitus, c'est des vertus en adhérant, en ayant envie, en voyant l'intérêt, hein. Et l'idée, c'est de contempler les vertus en se disant, mais c'est génial, j'ai des forces qui sont à ma disposition, hein, et qui peuvent me permettre chaque fois plus de construire une belle personnalité. Et finalement, vivre les vertus, c'est acquérir un véritable pouvoir qui est celui de parvenir chaque fois plus à mettre en œuvre ce que nous indique notre cœur. Le cœur, c'est ce qui est au plus profond de nous-mêmes, ce qui nous fait vibrer. Ce cœur qui, comme dit Pascal, a ces raisons que la raison ne connaît pas. Ce n'est pas le cœur de nos envies du moment. C'est vraiment ce cœur au plus profond de nous-mêmes. Et vous pouvez regarder l'autre GPS des deux prétères qui s'intitule Cœur libre. C'est très instructif. Voilà, donc finalement, si nous aidons nos enfants à acquérir petit à petit les vertus en tenant compte de leur tempérament, vous pouvez puiser des idées, hein, dans les points d'attention, à faire. Nous allons les équiper jusqu'à dans leur cursus scolaire. Alors ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. C'est le test du chamallow que vous avez peut-être vu, hein. On propose à un enfant un chamallow et on lui dit si tu peux le manger tout de suite ou alors tu peux attendre que je revienne.
Et si quand je suis revenue, tu l'as pas mangé, je t'en donnerai deux. Et là, on voit les enfants qui sont dans un combat intérieur incroyable pour savoir s'ils vont manger ou pas le chamallow. Et on voit les enfants vraiment en train de vivre les vertus. La délibération, la décision, le contrôle des sens, parce que dès que les enfants commencent à regarder trop le chamallow, quand ils le sentent ou quand ils le touchent, ils craquent. Et là, ils le mangent. Hein, il y a même une petite très rusée qui délibère et qui se dit, oui, alors si j'en prends un tout petit bout, ça ne se verra pas, mais j'aurai quand même le goût. Et là, elle ne regarde pas la réalité en face, elle se ment à elle-même et elle mange un tout petit bout du chamallow et forcément, 2 minutes après, elle a tout mangé. Voilà. Donc, c'est très intéressant cette vidéo. Je vous conseille de la regarder. On la trouve sur Internet facilement. Et finalement, si on aide les enfants à acquérir les vertus, et ben finalement, on va réaliser la fable du lièvre et de la tortue. Pourquoi? Parce que les scientifiques se sont rendus compte que la pratique des vertus est beaucoup plus prédictive de la réussite scolaire que le quotient intellectuel. Et c'est ce qu'on voit avec le lièvre et la tortue. Le lièvre, à la base, avait plus de capacités, mais comme il ne pratique pas les vertus, il perd beaucoup de temps. Et finalement, la tortue, qui a moins de capacités, mais qui a toutes les vertus, arrive à la ligne d'arrivée avant le lièvre. Voilà. Donc, l'idée, ça serait de se lancer avec les enfants dans la pratique des vertus, dans cette aventure. Et si nous faisons ça, nous leur faisons le plus beau cadeau, c'est avoir les outils nécessaires pour réaliser la seule œuvre d'art accessible à tous, celle de sa vie. Voilà, donc nous avons fini avec ce GPS. Je vous laisse une toute petite bibliographie, un livre en anglais, mais qui est très intéressant, hein, sur le tempérament et les relations entre tempéraments, entre parents au sein du couple, et puis aussi avec les enfants. Et puis une petite vidéo qui explique bien l'éthique des vertus selon Aristote. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter par mail GPS Famille. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et peut-être à bientôt.